clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes ici à Metz. Nous allons symboliquement nous faire remettre les clés de la ville. Une très très jolie ville. On a pris beaucoup de plaisir à passer ce temps ici. Nous sommes début janvier, mais cette émission a été enregistrée. Les fêtes se sont passées. J'espère qu'elles se sont bien passées pour vous. En tout cas, prenez bien soin de vous. Il fait froid dehors, mais on est bien ici dans cet écrin architectural où nous autres nous ont accueillis avec beaucoup de chaleur. Je suis toujours accompagné, c'est notre 19e numéro dans les métropoles, de notre fidèle complice du jour. Il est rédacteur en chef immobilier au Figaro. C'est Olivier Marin. Bonjour Sylvain, va, bonjour à tous, ça va très bien, très heureux d'être ici à Metz. Alors, très heureux au nom de Figaro Immobilier de poursuivre cette troisième saison des Clés de la Ville avec un grand plaisir, toujours le même principe qui fonctionne et qui a fait ses preuves. On pose nos valises et l'on parle immobilier et logement, mais aussi urbanisme, environnement, architecture et patrimoine. À travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville bouge et se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi de nouvelles façons de vivre et d'habiter. Alors on le verra à travers des reportages, des échanges et les témoignages en plateau de personnalités emblématiques, des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour cette troisième saison, après avoir découvert Reims et Nice, eh bien nous sommes à Metz, à l'hôtel de ville, reçus par notre grand témoin, que l'on est très heureux d'avoir et d'accueillir ici, c'est François Grosdidier, maire de Metz. Bonjour François Grosdidier. Bonjour à vous et ravi de vous accueillir dans notre belle ville. Merci infiniment. Alors un mot du programme, bien sûr. Nous retrouverons nos partenaires. Tout d'abord la séquence La vie ensemble. Avec Nexity, on recevra Arnaud Ferrière, qui est directeur général de Nexity Promotion Est. Chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Et aujourd'hui, on va recevoir Maître André Lombardi, notaire à Metz et président de la Chambre de Moselle. Il va nous dresser un panorama de l'immobilier ancien, l'évolution des prix, des ventes, mais également délivrer des conseils pratiques. Comme toujours, Arkea, entreprise institutionnelle, nous accompagne pour la séquence Parlons Territoire. Aujourd'hui, Jean-François Prévost, président du groupe Quadral, sera à nos côtés. Et puis, on évoquait les conseils. Plus que jamais, on en a bien besoin à l'heure où l'on parle tant de sobriété et de rénovation énergétique dans les logements. C'est Elio, spécialiste de la rénovation, qui sera présent avec Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques. Elio pour nous éclairer sur les bonnes pratiques. Voilà pour le programme très complet. Mais tout d'abord, Sylvain, si je vous dis Metz, l'édito, c'est à vous. Une ville de noir et de blanc vêtu, mais qui tire avec passion vers le Grenat. Metz, ville capitale tour à tour de l'Austrasie, de la Lotharingie, de la Lorraine et bien sûr de la Moselle. Metz, ville militaire décorée de la Légion d'honneur en 1919 par Raymond Poincaré. Une ville au passé et à l'histoire franco-germanique, une terre d'accueil pour les populations européennes qui aura vu passer nombre de personnages historiques, de Jules César à Charles de Gaulle en passant par Charlemagne ou le marquis de Lafayette. Tous auront laissé une belle empreinte dans la ville. L'histoire de Metz commence sous l'Antiquité pré-romaine. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est un peuple celte, les Médiomatriques, qui s'est établi dans la région. Leur oppidum, au village fortifié principal, est installé au confluent de la Moselle et de la Seille. Un certain Marcel Grosdidier de Maton, historien que vous connaissez bien, puisque c'est votre grand-père, monsieur le maire, dit de ce village qu'il est la seule et grande ville de l'Est, bien qu'elle tient tout entière sur la colline qui domine le confluent de la Moselle. Cette colline est la colline Sainte-Croix, c'est le berceau de la ville. C'est vous qui payez le cocktail, monsieur le maire. Voilà. C'est ce qu'on s'est dit. Vous voyez, vous avez vu ? Voilà, merci, on est en mode avion. Ça, c'est la joie du direct enregistré. Voilà, cette colline est la colline de Sainte-Croix, c'est le berceau de la ville et le point culminant, 183 mètres d'altitude au centre-ville actuel. À partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, Metz est conquise par la Rome antique, au même titre que de toute la Gaule. Vous connaissez la chanson, Metz ne put résister à l'envahisseur, et les Romains y développent progressivement le commerce. Il faut dire que la ville est un carrefour stratégique
où convergent les axes vers Lyon, Trèbes, Reims, Mayence ou Strasbourg, qui était aussi une ville d'accueil. En quelque sorte, les prémices des actuels A4 et A31. Metz s'appelle alors Dividorum. Dividorum. Est-ce que vous le saviez que ça s'appelait Dividorum? Et ces vestiges se retrouvent aujourd'hui sous les musées de la Cour d'Or. Magnifique musée. Metz commence à se fortifier après le IIIe siècle après Jésus-Christ, alors que l'instabilité demeure petit à petit avec les invasions dites barbares, envahies et détruites par les Alamans en 253. Elle s'entoure d'une enceinte de 3,50 m de hauteur. Son nom évolue à partir du IVe siècle et Dividorum laisse progressivement la place à Médiomatrix, plus métis, duquel est issu le nom de Metz. Dévastée par les Huns en 450, Metz prend une dimension religieuse alors que seul l'oratoire de Saint-Étienne, premier martyr de la chrétienté, subsiste du massacre. Les Huns repartent et les Francs arrivent. La ville accueille alors le siège de l'évêque et l'oratoire se mue en première cathédrale. Splendeur architecturale, la cathédrale Saint-Étienne de Metz existe encore aujourd'hui dans une troisième version construite au XIIIe siècle. Au cours de son intense histoire médiévale, retenons que Metz est le berceau des Carolingiens. Cette dynastie royale dont le premier représentant, élu roi des Francs, est Pépin le Bref en 751 et qui s'étend jusqu'au Xe siècle et à la mort de Louis V en 987, dynastie du célèbre Charlemagne. Elle aura régné sur le royaume des Francs et de France pendant près de 2 siècles et 13 souverains, mais également sur l'Empire d'Occident, la Germanie, l'Italie, l'Aquitaine. Metz est régulièrement un enjeu de lutte et passe sous la coupe de la Lotharingie puis du Saint-Empire romain germanique. Elle en devient même la République indépendante pendant le XIIIe siècle. Les XIIIe et XIVe siècles ont une période faste pour la ville qui compte jusqu'à 30 000 habitants, ce qui est la plus grande agglomération de la Lorraine à l'époque, jusqu'aux époques de la peste, des guerres et de la signature en 1533 d'un traité d'amitié, d'union, d'alliance et de confédération avec le duc Antoine de Lorraine. Metz se développe alors dans l'imprimerie, la typographie et le protestantisme. La France s'empare de la ville en 1552 et le roi Henri II y fait son entrée solennelle en avril le 18 1552, Metz devient, au fur et à mesure des années, une vraie place forte du royaume de France. Vauban ira même jusqu'à dire de Metz « Metz défend l'État ». C'est dire l'importance que prend la ville aux frontières du pays. Alors que la menace orientale se précise, la guerre de 1870 éclate et Metz est en première ligne. Abandonnée par le gouvernement français, elle est en fait annexée au Nouvel Empire allemand le 10 mai 1871. Sous l'action des autorités allemandes, Metz va se transformer, elle va devenir une vitrine de l'Empire. Les fortifications médiévales sont détruites et nombreux édifices apparaissent tels que la poste centrale, le temple protestant, le palais du gouverneur ou l'hôtel des arts et métiers. 3 gares ferroviaires sont également mises en service dans la ville. Progressivement, Metz va devenir un carrefour routier et ferroviaire de premier ordre, tout en développant considérablement sa défense et sa position de place forte. À la fin des 2 guerres mondiales, sonne le retour de Metz dans le giron français. Metz se développe sur le plan démographique et économique. La création d'un aérodrome et d'un port fluvial dans les années 50-60, la construction des autoroutes Nancy-Metz, Luxembourg et Paris-Metz-Sarrebruck, ainsi que la création des zones industrielles participeront considérablement au développement de la ville, d'abord attachée à l'industrie sidérurgique. Ça a été une période douloureuse ensuite, et au textile. Metz a su ensuite non seulement se diversifier, mais aussi se réinventer au fil des difficultés économiques. La ville est aujourd'hui à 1h20 de TGV de Paris. Metz est une cité estudiantine, 3 campus, 20 000 étudiants. Metz est une ville écologique qui s'est vu remettre la 5e étoile du label Ville éco-propre décerné par l'Association des villes pour la propreté urbaine et qui développe sa biodiversité en milieu urbain, parce que ce qui est incroyable chez vous, c'est qu'on peut être en ville et avec ce sentiment de perspective et l'impression d'être carrément à la campagne. Notamment, il y a le canal de Jouy, le poumon vert de l'agglomération messine, une sorte de petite Venise de l'Est. Metz, enfin, ville technologique grâce à son technopole dédié aux technologies de l'information et des télécommunications. Metz est une ville ambitieuse, est une ville habile, qui a su tourner la page de son passé pour se projeter. Metz dont la devise est « Si nous avons paix dedans, nous avons paix dehors ». Avance prête, elle est ouverte vers l'Europe et son avenir. Bienvenue à Metz.
Bienvenue à Metz, une ville idéalement située à 50 minutes de Luxembourg, 1 heure de Sarrebruck, 1h20 de Paris en TGV et 2h30 de Bruxelles. Une ville culturelle très riche dans laquelle vous pourrez profiter de nombreux espaces nature et de sites incontournables. C'est véritablement à l'âge du fer, à l'époque gauloise, qu'un petit oppidum, un site fortifié de hauteur, se développe sur les hauteurs de Metz. Après l'époque mérovingienne, Metz est d'ailleurs capitale du royaume d'Austrasie, donc a une place privilégiée sur le continent européen et va véritablement connaître son essor à la fin du Moyen-Âge, où elle va devenir ce qu'on appelle une ville libre d'empire, donc une ville qui est autonome avec son propre système politique. Comment ne pas citer en premier lieu la cathédrale Saint-Étienne, berceau religieux de la ville. Imposante, majestueuse, autant en intérieur qu'en extérieur, elle est classée au titre des monuments historiques depuis 1930. Elle est un hommage à Saint-Étienne, premier martyr du monde chrétien. La sanctuaire dédiée aux saints et qui se trouvait sur le site de l'actuelle cathédrale est le seul bâtiment ayant échappé au sac de la cité messine par les Huns le 7 avril 451. Alors Metz possède un patrimoine extraordinaire, que ce soit à l'époque romaine avec Saint-Pierre-aux-Nonains, mais surtout à partir de l'époque médiévale avec la cathédrale Saint-Étienne, la porte des Allemands, un des derniers vestiges de l'enceinte fortifiée, ou encore de nombreuses églises comme l'église Sainte-Caire dans le quartier des Allemands. La cathédrale, pouvoir religieux, l'hôtel de ville, pouvoir municipal, le corps de garde et actuel office du tourisme, pouvoir militaire, et enfin le Parlement, pouvoir judiciaire. Au versant nord de la cathédrale, vous tombez sur la place de Chambre, place à la tradition gourmande à l'accueil de nombreux marchés traditionnels. Place Saint-Louis, place de la République, autant de lieux préservés dans leur forme originelle, médiévale ou du 19e siècle et pris d'assaut par les marchés de Noël en cette fin d'année. Continuez vers le nord-est et vous débouchez sur le musée de la Cour d'Or, musée d'art et d'archéologie. Situé au cœur de la ville, le musée est un témoin singulier de l'histoire messine de l'Antiquité à nos jours. Termes antiques, archéologie gallo-romaine, objets mérovingiens ou encore peintures d'artistes de l'école de Metz. L'architecture messine est très hétéroclite, c'est-à-dire qu'on peut avoir, comme je le disais, des bâtiments romains, mais on peut avoir aussi une forte influence allemande, notamment grâce à la première annexion allemande à la fin du 19e siècle, avec la ville, le quartier impérial, mais également des bâtiments de l'époque française, notamment au 18e siècle et début du 19e siècle. À l'est, vous tomberez sur la porte des Allemands, fortifiée et témoin du passé médiéval de la ville. Ouvrage défensif, elle est aujourd'hui le plus important vestige des remparts médiévaux qui trônaient dans Metz. Les Allemands, justement, maîtres de la ville entre 1871 et 1919, qui créent une Neustadt, une ville nouvelle aujourd'hui répartie entre les quartiers administratifs de la nouvelle ville et de Metz-Centre, au sud de la ville et appelé quartier impérial. Dans ce quartier, vous retrouverez la gare de Metz-Ville, gare ferroviaire proche du centre-ville, gare terminus. Elle est édifiée en 1850 à l'extérieur des remparts. Si vous souhaitez visiter Metz, elle sera votre porte d'entrée. Elle est élue plus belle gare de France 3 années d'affilée en 2019, 2020 et 2021. Bienvenue donc à Metz, ville aux multiples visages, ville d'histoire et cosmopolite. Monsieur le maire, vous avez une ville magnifique. Une réaction sur ce qui a été dit et sur ce que vous avez vu? C'est une ville magnifique, effectivement, une des plus belles villes d'Europe. Mon seul regret, c'est que ça se sait pas assez. Il y a encore ces vieux clichés, d'une ville de casernes désaffectées dans une région d'eau fourneaux abandonnée, qui est complètement en décalage avec la réalité. Est-ce que ça a été même à une époque, c'est vrai, qu'avant qu'on redécouvre à nouveau cette pierre de soleil, la pierre de Jaumont, cette pierre calcaire qui est d'ocre jaunie par l'oxyde de fer, et donc qui est bien notre marque, et bien la ville a été noire quelque temps, parce que c'est avant même les voitures, c'était le chauffage urbain. Voilà, donc je montais le coq dans l'appartement de ma grand-mère. Et Metz s'est complètement découverte à partir des années 70, à la fois à retrouver cette splendeur de la pierre de Jaumont, et également est devenue la ville-jardin qu'on doit à Jean-Marie Pelt, grand botaniste, qui a été premier adjoint de Jean-Marie Roche de 1971 à 83, et qui a inventé
l'écologie urbaine, à l'Institut européen d'écologie, là juste derrière la mairie, sur la colline Sainte-Croix, et qui est surtout la mise en œuvre. Et Metz a été extrêmement en avance lorsqu'on ne parlait pas encore d'écologie et qu'on avait du mal à le conceptualiser. Metz le mettait déjà en œuvre. C'est pour ça que nous avons à la fois une ville-musée à ciel ouvert, une ville-jardin et un archipel. Parce que la Seille, la Moselle, ses bras, ses canaux, le plan d'eau découpent des îles et des presqu'îles. Merci en tout cas vraiment de l'accueil. François Grandillier, vous êtes un homme politique orienté. C'est vrai que les derniers jours, semaines qui sont passées, on a beaucoup entendu parler de vous, suite à un congrès intéressant, des élections intéressantes. On peut saluer effectivement votre courage politique, parce que vous avez quand même claqué la porte d'un parti dans lequel vous étiez très attaché. Vous êtes aussi président de l'Eurométropole de Metz. Vous êtes effectivement engagé dans un plan en 2020 très ambitieux, un plan stratégique. Ça reprend aussi vos propos pour encourager ce qu'on pourrait appeler le regain d'activité du territoire. C'est vraiment le fer de lance de votre politique urbaine. Est-ce que vous pourriez nous en décrire quelques mots, les axes de cette politique pour redorer, pour donner plus d'impulsion sur l'attractivité du territoire? Et je voudrais juste compléter. Moi-même, j'ai été victime de cette image de Metz. Et c'est grâce à Cédric Lavaux, que vous connaissez bien, que j'ai redécouvert une ville. Et j'avoue, effectivement, que les papiers que nous faisions à l'époque, et même le Figaro à l'époque, on pouvait avoir repris les mêmes termes, mais avec Olivier Marin, quand on a découvert votre ville, effectivement, le regard est diamétralement différent. Elle est extrêmement attractive. Oui, donc alors il faut le faire savoir, mais pour le faire savoir, déjà on a une façon, développer énormément le tourisme d'affaires. Parce que quand vous venez à Metz, en fait, pour des raisons professionnelles, pas pour faire du tourisme, eh bien vous vous dites, il faut absolument que je revienne, passer un week-end, passer une semaine pour le plaisir d'être là. Mais si vous n'étiez pas venu la première fois par obligation, peut-être ne seriez-vous pas venu. La deuxième chose, c'est travailler sur l'image, faire connaître les images diffusées par l'image sur l'Île-de-France, sur les Hauts-de-France, mais aussi nous rendons compte d'une image extrêmement positive que nous avons en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne de l'Ouest, où on vient plus facilement à Metz parce que quand on se déplace pour les loisirs, on descend plus facilement au sud, on se translate à l'ouest que on va à l'est ou on monte au nord. Voilà. Donc c'est nous faire davantage connaître pour ce que nous sommes et parfaire ce que nous sommes. J'ai pas besoin de réinventer, de reconstruire des monuments. Le dernier d'ailleurs a été construit, c'est le centre Pompidou qui est extraordinaire et qui ajoute cette touche de modernité à une ville marquée, vous l'avez dit, par l'architecture française royale, je veux dire l'architecture française la plus classique, mais aussi une architecture italienne médiévale qui remonte aux banquiers lombards de la République messine. Vous l'avez dit, Metz a été république et pendant 3 siècles et 5 siècles avant la France. Et puis cette architecture germanique qu'on commence à apprécier, alors que longtemps les Messins l'avaient refusée, non pas parce qu'elle n'était pas belle, mais parce qu'elle incarnait, je veux dire, l'envahisseur, l'occupant, celui qui avait annexé, avait tenté de nous germaniser de force. Voilà, c'est tout ça, et ça termine avec le centre Pompidou, et je veux dire, ça se termine, non, ça continue aujourd'hui. Alors, avant de revenir sur l'attractivité, on va évoquer avec vous, évidemment, les projets d'aménagement urbain, un crochet sur le logement. C'est un besoin vital, de première nécessité, avoir un toit. Comment loger vos habitants, leur offrir des parcours résidentiels, comment leur permettre d'accéder à la propriété dans un contexte d'incertitude qui est pas simple économiquement, la hausse des taux d'intérêt, des prix qui restent élevés, des conditions de crédit qui se durcissent, mais aussi des incertitudes énergétiques, et on l'évoquera d'ailleurs tout à l'heure. Quel type de politique du logement menez-vous à Metz ? Écoutez, j'essaie au maximum de favoriser l'accession à la propriété et le repeuplement de Metz par des familles. Et dire, ce qui est un peu embêtant, c'est que je suis tombé au mauvais moment. C'est-à-dire, j'ai été maire pendant 16 ans de la ville d'à côté, Voipy, c'était les Up de Metz, en fait 70% de logements sociaux, ville de 15 000 habitants, un peu plus de 5 000 logements, dans lequel en demandage j'ai réalisé plus de 500
logements en accession sociale, des petites maisons en bande, de l'individuel groupé, permettant aux locataires de HLM de devenir propriétaires pour une mensualité correspondant à leur loyer moyen. Alors c'est vrai que le contexte n'est plus propice. On a commencé par retirer les appels aux accédants. On a ensuite supprimé beaucoup de dispositifs, les prêts à zéro. Aujourd'hui, on voit quoi, le raccourcissement des durées de prêt, l'exigence d'un apport, les taux d'intérêt qui montent, qui s'ajoutent à ce retrait de l'appel. Il nous reste encore, et j'essaie d'utiliser à fond le filon, la TVA à taux réduit dans le périmètre des zones de politique de la ville. Mais cependant, je m'efforce et je veux développer du logement abordable. Et d'ailleurs, sur les nombreuses ZAC que nous développons, je pratique des tarifs différents pour les droits à construire, selon qu'il s'agisse d'investissement locatif, qui a des raisons d'être, mais qui ne doit pas être avoir le monopole des opérations nouvelles, et l'accession par des propriétaires occupants et à des montants qui doivent rester abordables dans une ville où forcément ça monte parce qu'elle est au fur et à mesure qu'elle devient plus attractive. Quelle est la part de logements sociaux à Metz, juste pour avoir une idée à peu près, quelle est la répartition même de propriétaires elle est sur la métropole. Elle est à 35% sur la ville. Ouais. Elle est en dessous sur la métropole, mais elle est à 25%, et la ville dont j'étais maire à Voipy était à plus de 60%. Et sur l'Eurométropole, 200 000 administrés environ? C'est 230 000 administrés. C'est vrai que le logement social est principalement concentré sur 3 villes, Metz, Montigny-lès-Metz et Voipy, mais qu'aujourd'hui, toutes les communes, y compris les petits villages, parce que nous avons aussi, acceptent de réaliser des petits pavillons sociaux. C'est parfois compliqué pour des zones de zonage. Je ne rentre pas dans la technique, mais les dispositifs n'aident pas forcément les bailleurs. C'est pourquoi la métropole aide particulièrement les bailleurs qui font l'effort de constituer du logement social dans les zones où les financements sont effectivement moins favorables. Vous connaissez le vieil adage maire bâtisseur, maire vaincu? Vous connaissez? Et pourtant, on a des preuves de maires emblématiques. Je pense à François Rebsamen, par exemple, pour Dijon, qui ont bâti, ont transfiguré leur ville et qui sont quand même des maires bâtisseurs. Est-ce que vous, François Grosdidier, vous vous qualifiez comme maire bâtisseur? Je ne parle pas de bâtisseur au sens il faut bâtir pour bâtir, mais vous bâtissez parce que vous savez que la ville a besoin justement de cette mixité-là. Est-ce qu'on peut vous qualifier de maire bâtisseur? Oui, une ville, il faut distinguer le maire bâtisseur du maire bétonneur. C'est-à-dire que... On est d'accord. Voilà. Donc, d'abord, on a besoin de construire du logement, on a besoin de construire des équipements, et on en a d'ailleurs besoin même pour garder la population, non pas pour l'augmenter, puisque en raison du phénomène de décohabitation, on vit de moins en moins nombreux dans les appartements, il y a moins d'enfants par famille, il y a plus de familles monoparentales, il y a plus de célibataires, il y a des conjoints survivants longtemps, tant mieux pour celui qui reste, mais c'est comme ça. Donc chaque ville doit construire. En plus, il y a une sorte de paradoxe en ayant finalement fortement restreint par des règles nationales une application un peu trop technocratique des orientations des lois SRU à Grenelle, on finit par rendre très difficile les constructions sur la métropole, finalement amenant les gens à aller construire un peu plus loin, surtout s'ils ne souhaitent pas un habitat vertical, augmentant d'autant les trajets pendulaires, ce qui est contre-productif au regard des objectifs de développement durable. Donc voilà, on est en permanence à jouer avec ces contradictions, mais cela veut dire aussi que lorsqu'on construit, c'est difficile parce que on peut pas augmenter l'enveloppe urbaine. On nous dit d'occuper les dents creuses, mais aujourd'hui, chaque dent creuse est identifiée par les habitants comme un îlot de fraîcheur, à préserver. Ça veut dire qu'il faut être très imaginatif, et quand on n'est pas sur des grands immeubles, être au moins dans d'individuels groupés. Ça veut dire aussi, c'est ce que nous avons décidé à Metz, d'imposer sur toute toiture terrasse nouvelle, soit de la végétalisation, soit des panneaux solaires, ou les deux. On pourra parler de transition énergétique. Lorsqu'on plante, même par terre... Ça peut inclure aussi une densité... Oui, c'est le faire en 3 dimensions, c'est-à-dire augmenter la biomasse végétale,
pas seulement des surfaces, mais du volume. Ben voilà, c'est une vision globale de la ville que nous devons avoir et que nous devons expliquer pour que la population y adhère. C'est-à-dire déplacer le plan local d'urbanisme, peut-être monter une charte locale en matière de construction, ça vous le souhaitez? Je sais qu'à Nancy, ça a été fait. Est-ce que ça passe aussi par la hauteur, par la verticalité? Bien sûr, j'ai adopté tout de suite. Alors, c'est très difficile, surtout à travers un PLUI, quand on est en métropole, de faire le travail de dentelière qui est exigé. Donc, à côté, en dessous du PLUI, la ville de Metz l'a fait, j'encourage les communes à le faire, à déterminer des règlements municipaux de construction que nous pouvons faire. Alors, je ne sais pas si c'est une disposition de droit local ou de droit national, mais en tout cas, c'est un outil dont nous disposons pour effectivement déterminer les principes de construction, d'aménagement et de construction, avoir des prescriptions plus précises. On a cherché, effectivement, on a trouvé des projets que j'appellerais, nous on appelle ça les projets totems, projets emblématiques, sur la ville de Metz. J'ai pensé à l'exemple de l'écoquartier qui voit le jour sur la place de la caserne des pompiers, près de la porte des Allemands. C'est 320 logements. Oui, alors c'est un énorme défi pour la mairie. Un énorme défi d'un terrain qui se libère au cœur de la ville. En fait, c'est la caserne des pompiers qui se transporte en périphérie en gardant un petit centre au centre-ville et qui nous libère en bord de Seille. Près du vieux quartier d'Outreseille, il y a un ancien quartier de Metz qu'on veut également requalifier, et donc c'est un pari urbain extraordinaire à côté de cette porte des Allemands que vous avez présentée. Alors, on évoquait aussi des atouts. Alors, ça a été évoqué de charme, d'histoire pour la ville, de culture, bien sûr, de dynamisme économique. Il ne manque plus, en fait, que les investisseurs immobiliers, notamment en entreprise. Quelles sont les disponibilités foncières concrètement à l'échelle de la métropole? Je crois que vous avez une quarantaine de zones industrielles réparties sur l'ensemble du territoire, avec un coût du terrain viabilisé qui est en moyenne de 15 € hors taxe par mètre carré. En fait, c'est une ouverture possible à un appel à beaucoup d'investisseurs immobiliers. Les prix sont quand même un peu plus élevés. Je ne sais pas. Alors, bon, les chercher. Non. Les prix sur des zones viabilisées, aménagées, sont plutôt aujourd'hui à 50-60 € du mètre carré qu'à 15. Voilà, je ne voudrais pas quand même donner trop de espoir sur des zones qui sont très... C'est les sources du Figaro. Voilà, non, ce sont les sources d'Eurométropole de Metz. Voilà, donc nous avons à la fois des zones d'habitat, encore très proches du centre-ville, et des zones pour développer de l'activité tertiaire. Alors à la fois en cœur de ville, si je prends la ZAC de l'amphithéâtre, à côté du centre Pompidou, à côté de la gare de Metz, dont vous avez rappelé qu'elle relie Paris en 1h20, et puis nous avons aussi un certain nombre de zones périphériques sur l'Est, le Technopôle qui s'étend à travers un parc du Technopôle. Donc le Technopôle qui était imaginé dans les années 80, sur le modèle des technopoles américains. On a regroupé à la fois les entreprises surtout innovantes, l'enseignement supérieur, la recherche, les centres de transfert de technologie, et qui s'étend aujourd'hui avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, un établissement privé de management, une future école d'ingénieurs de la logistique, et qui offre également beaucoup d'opportunités de développement d'activités tertiaires. Et nous reconvertissons, c'est la métropole, la base aérienne de Frascati, qui a été fermée et qui offre aussi là magnifiques opportunités de développement d'activités tertiaires. Le président de la République, Emmanuel Macron, a récemment évoqué la création du RER, vous savez, pour 10 grandes métropoles qui ont été checkées à la présidence de la République, 10 villes, et je crois savoir même que vous êtes sur la liste, monsieur le maire. Oui. Vous êtes sur la liste. Alors, d'abord, je pense que c'est peut-être une belle victoire. En tout cas, c'est bien que le président Macron ait pensé au maire pour une fois. Qu'est-ce que ça implique pour la métropole et pour vous en termes d'attractivité, mais aussi, vous avez parlé d'urbanisme, d'infrastructure et surtout de logement, parce que le logement, l'emploi, c'est quand même un sujet extrêmement important. Alors cette idée de RER, de REM, de réseau express métropolitain, bien sûr, nous intéresse
m'intéresse beaucoup, et le discours du président de la République vient soutenir, je veux dire, une demande que nous avons très, très fortement et qui n'est pas, bien sûr, pleinement satisfait, parce qu'à chaque fois qu'on passe aux travaux pratiques, c'est plus difficile. Nous avons, à la fois à l'échelle de la métropole, développé les transports en commun en site propre, que nous comptons d'ailleurs élargir, agrandir avec une 3e ligne à l'horizon 2025, et commencer à basculer notre système de transport en commun, je veux dire du diesel, même hybride aujourd'hui, à l'hydrogène. Donc sur lequel on avance, mais nous attendons toujours que l'État se manifeste. Je veux dire, c'est dans les discours, c'est pas encore dans les soutiens concrets. Je l'ai rappelé à Première ministre pas plus tard qu'hier après-midi. Et c'est un peu la même chose sur le REM. L'utilisation sur l'axe, aujourd'hui, Metz-Thionville-Luxembourg, qui ne forme qu'un seul bassin d'emploi. Alors qu'on a 120 000 Mosellans qui vont tous les jours travailler au Luxembourg, et aujourd'hui, les infrastructures de transport ne sont pas adaptées, ni l'autoroute, et encore moins la voie ferroviaire. Le sujet, c'est que la région fait le maximum de ce qu'elle peut sur les infrastructures existantes, mais que la balle est dans le camp de l'État. Normalement, le RER parisien, c'est des voies dédiées au RER. Absolument. Quand vous faites passer à la fois tous les trains de voyageurs, que ce soit le TGV, les omnibus et les trains de marchandises, ça devient un peu compliqué. Aujourd'hui, c'est la limite au développement. Mais on espère effectivement que ce discours du président décidera l'État et Réseau Ferré de France, ou SNCF Réseau, je veux dire, à faire les investissements nécessaires. Donc à suivre. Alors, reliant d'ailleurs Nancy à Metz, Thionville, Luxembourg, pour savoir d'ailleurs qu'il y a un livre blanc d'ailleurs des mobilités en Lorraine, justement, où vous avez, avec les élus de la région, beaucoup travaillé là-dessus. Je vous propose, monsieur le maire, que nous passions aux séquences, et on va vous demander de réagir chacun dans son spectre, effectivement, écoutez, des notaires, des professionnels de l'immobilier et de la rénovation énergétique. Mais dans un premier temps, je vais demander, parce qu'on a décidé de faire un focus de quelques minutes sur les assises de l'immobilier à Metz qui était un événement régional devenu un événement incontournable au niveau national. Je vais appeler Cédric Lavaux qui va nous rejoindre dans quelques instants sur le plateau. Bonjour Cédric Lavaux. Bonjour Sylvain. Alors Cédric Lavaux, vous avez de multiples casquettes. Vous êtes promoteur, agent immobilier, vous êtes membre récemment et nommé au sein du conseil d'administration de la Fédération nationale de l'immobilier qui représente aujourd'hui 49,07% des droits de vote dans la branche immobilière. On est plutôt bien renseigné. La deuxième chose, c'est que vous êtes aussi coprésident de la Chambre de Moselle. Vous êtes président du fichier AMEPI, qui rassemble l'ensemble de la profession autour du partage d'exclusivité pour les mandats. C'est plus de 200 000 partages qui sont faits, 4 000 agents, je crois, adhérents du fichier AMEPI. Moi, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est quand est-ce que vous dormez, mais accessoirement. Et vous êtes aussi le fondateur d'un événement magnifique. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous accompagner depuis quelques années maintenant, qui s'appelle les Assises de Metz, qui était un événement régional, effectivement, fait un peu sur un pari fou. Il me semble que c'était en Corse. Tout à fait. Avec une très jolie chemise bariolée. Et vous avez pris ce pari incroyable de faire ces Assises de Metz, à tel point que les grandes régions de France vous envient et souhaitent dupliquer cet événement. Vous avez réuni ici à Metz, à l'Arsenal, plus de 1200 professionnels. Voilà, on souhaitait, avec Olivier Marin, vous donner la parole quelques minutes justement pour présenter cet événement incroyable, grâce aussi au soutien de François Grosdidier qui nous a fait le plaisir effectivement d'ouvrir non seulement les Assises de Metz, mais aussi de participer à la première table ronde. Eh ben déjà, tout d'abord, un grand merci pour ce focus sur cet événement qui effectivement devient l'événement incontournable des professionnels de l'immobilier parce que je pense ne pas trahir ou d'être humble, de pouvoir dire que c'est l'événement en B2B aujourd'hui dans le secteur de l'immobilier qui est le plus prisé en France. 1200 professionnels regroupés l'an dernier. Cette année, nous visons les 2000 participants avec des invités de prestige qui souhaitent s'y rendre. Et effectivement, avec le concours de Radio Imo, parce que cet événement, nous l'avons imaginé ensemble sur un événement professionnel en Corse, effectivement. Et puis
Et puis voilà, cet événement. Et pour moi, à double titre, un levier pour la profession, mais également une vitrine pour ce territoire que vous avez si bien décrit dans votre édito, et qui est une ville magnifique. Et je suis effectivement sollicité pour qu'on puisse exporter. Et bien j'ai peur de lasser les intervenants, et il y a ce côté exclusif et unique. On a quelque chose qui est de l'ordre. Alors moi je me lasserai pas. Moi alors, je vais où vous voulez. Il suffit de me donner à manger et à boire. Voilà. Je vais où vous voulez. Voilà. Eh bien moi j'aimerais que cet événement reste une empreinte messine. Voilà, j'y tiens particulièrement. C'est vrai qu'il y a une identité. Moi je vous le dis, hein, je vous l'ai dit aussi, François Grosdidier, j'ai découvert cette ville, et c'est vrai, vous avez raison. Les clichés ont la vie longue, très longue. Et ça a été une vraie découverte. Ces événements-là participent à l'attractivité de votre ville. Quelques mots, quelques réactions sur les assises de l'immobilier à Metz, François Grosdidier. Écoutez, d'abord, moi je suis très heureux quand j'ai des médecins très dynamiques, très entreprenants et qui savent prendre des responsabilités nationales, encore plus quand ils font rayonner Metz. Ou le mieux encore, c'est quand ils font venir effectivement des non-médecins à Metz et qui, comme vous, découvrent une ville magnifique qu'ils n'imaginaient pas. Donc, effectivement, moi je souhaite que les assises continuent chaque année, je veux dire, à prendre de l'ampleur à Metz, parce que ça fait découvrir au plus grand nombre Metz sous son vrai jour. Et puis ça témoigne du dynamisme de l'activité de l'immobilier à Metz et dans sa métropole, qui est la grande métropole française face à la ville-monde qu'est Luxembourg. Les prochaines dates, 5e édition, c'est 2023. Est-ce qu'on a des dates? Est-ce qu'on peut déjà annoncer quelques dates, Cédric Lavaux? En principe, ça sera le 21 septembre. Voilà, le 21 septembre, nous répondrons présents avec Radio Imo, bien évidemment, et vous avez fait un pari cette année, c'est de réunir plus de 1500 professionnels. Oui, on vise les 2000 participants, avec peut-être une extension de l'événement sur un événement un peu plus festif le soir, parce que de plus en plus de professionnels viennent de loin, et donc on souhaite les accueillir aussi sur une partie un peu plus conviviale la veille au soir, qui est aujourd'hui dédiée aux partenaires. Et nous allons pour l'année prochaine inviter officiellement en cette présence Olivier Marin avec Le Figaro, qui sera le bienvenu. Grand plaisir. Mais absolument. De toute façon, on ne peut rien faire sans Olivier Marin, que ce soit bien dit. Voilà, on voulait faire un focus sur votre action incroyable, effectivement, au niveau de la fédération, mais aussi des assises de Metz. Un tonnerre d'applaudissements pour Cédric Lavaux. Merci beaucoup. Merci Cédric. Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity. Bonjour Arnaud Ferrière. Bonjour Sylvain. Directeur régional pour Nexity Promotion. Alors vous avez un terrain de jeu incroyable. La première question qu'on voulait vous poser avec Olivier, c'est est-ce que la construction de logements ou la construction neuve dans cette région animée par François Grosdidier est une région où l'on construit, on l'a compris tout à l'heure, monsieur le maire, c'est un maire bâtisseur mais pas un maire bétonneur. Alors, je vais commander ces termes parce que quelque part, nous les partageons. C'est pas forcément ce qu'on voit dans l'ensemble de la région Est. Et c'est vrai que c'est plutôt appréciable de s'adresser à une ville qui, pour se développer, se dit qu'il faut continuer à construire, certainement différemment, apporter d'autres réponses, qu'elles soient sur le parcours résidentiel, ça a été dit un petit peu auparavant, et je vais l'illustrer un petit peu plus longuement ensuite. Mais en tout cas, on se situe dans une ville où on est plutôt bien accueilli. C'est important de le signifier. Alors, elle a des outils pour ce faire, et je tiens quand même à dire que Metz bénéficie d'un PSMV, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui est quand même quelque chose d'important. On a parlé de la beauté de la ville de Metz et de son patrimoine architectural, historique. Et elle profite également d'une opération de revitalisation territoriale, qui permet aussi de se positionner sur la revitalisation de son centre-ville. Ce sont des éléments structurants en termes de développement. Donc nous, aujourd'hui, on considère que Metz est une ville accueillante, et en tout cas, c'est la première ville, c'est le premier marché lorrain, devant Thionville et Metz. Donc pour nous, elle bénéficie d'un panel d'offres de quartiers dynamiques qui sont mis sur le marché et qui permettent à des acteurs comme nous de s'exprimer dans son territoire. Donc, il y a également la mise en place d'un PLUI qui réinterroge sur les coulées vertes
Et évidemment, les quartiers prioritaires de la ville, on a parlé de la ville abordable qui tient à cœur monsieur le maire de Metz. Aujourd'hui, les quartiers prioritaires de la ville, c'est des endroits où on repense les choses également. Donc je vais peut-être développer quelques opérations emblématiques peut-être pour expliquer justement le dynamisme. C'est vrai qu'on est étonné parce que avec Sylvain, c'est vrai qu'on fait le tour de France, on va dans différentes régions, on va dans des villes où on construit pas beaucoup, on construit moins, de moins en moins. Et c'est vrai que si vous nous dites, monsieur le maire, et vous-même ici en êtes témoin, qu'il y a quand même une forte dynamisme, en tout cas en matière de construction. On a même des villes où on construit plus du tout. Oui. Alors, quelles sont les opérations emblématiques? Oui, alors les quartiers bankable, les opérations, on va dire, un petit peu d'envergure. Un peu totémique, là. Voilà, un peu totémique. Alors, je vais peut-être démarrer par une qui est en cours, et monsieur le maire pourra compléter mon propos. C'est le quartier Élysée, qui est quand même un quartier où on a de tout. Metz est une ville militaire, et ici, on est sur une ancienne friche. Donc, le travail sur ces friches, c'est un travail qui est dans l'air du temps aussi. Parce que quelque part, construire à des endroits où il y avait une utilisation et de recycler le bâti, ce qui est le cas sur le quartier Élysée en partie, il y a une partie de réhabilitation sur ce quartier. En tout cas, c'est quelque chose qui est intéressant d'un point de vue urbain et qui donne un potentiel de développement tout de suite à proximité de Metz. On se situe sur le banc communal de Montigny-les-Metz, on l'a évoqué juste avant. Dans les secteurs clés, je vais évidemment citer le secteur qui est juste derrière le centre Pompidou, derrière la gare de Metz. Donc c'est le quartier de l'amphithéâtre. Il y a déjà une partie qui a été faite et on sent bien aujourd'hui l'ambition de la mairie de Metz de développer de l'Eurométropole de Metz, puisque là on parle d'envergure, on parle d'un quartier qui, je dirais, va être la vitrine peut-être de Metz demain. Dans cette zone phare de Metz, eh bien aujourd'hui, il y a un potentiel de développement important et un acteur comme Nexity va évidemment se positionner sur ce type de développement. On l'espère. Après, c'est des mises en consultation, évidemment, qui ont lieu dans les mois qui viennent. Arnaud, vous avez la particularité chez Nexity, c'est en tout cas le credo animé par Alain Dinin, votre président, et Véronique Bédague, votre directrice générale, c'est le logement inclusif et un logement pour tous. Ouais. Parce que le problème, pour être très clair, c'est que c'est une tannée de se loger, ça coûte un bras, c'est très cher, vous le savez, ça devient de plus en plus difficile. Je peux vous dire qu'avec Olivier Marin, qui ont fait le tour de France, on assiste quand même à des situations qui sont des situations pas drôles du tout pour le public. C'est vrai que c'est pas évident quand on est promoteur d'avoir des prix de sortie qui tiennent la route, parce que le foncier est rare, parce que le foncier est cher, et on n'a pas tous la chance d'avoir un maire comme François Grosdidier, qui est un maire bâtisseur, qui comprend la nécessité de loger ses administrés. Comment vous faites pour y arriver avec ces contraintes qui sont parfois opposées? À l'heure même, on vous impose un zéro artificialisation nette. On a l'impression que devenir promoteur dans ce pays, ça tient du sacerdoce. Alors c'est quand même un très beau métier, c'est vrai que la période est propice à ces incertitudes, vous les avez citées en préambule, mais à la fois on n'a pas de doute, parce que loger des gens c'est un beau métier, et aujourd'hui on parle quand même de crise du logement. Si on n'apporte pas des réponses très rapidement, on va au-devant d'une crise qui est quand même d'importance. Ah, je suis bien d'accord. Ouais. Donc aujourd'hui, le fait de se positionner sur ces créneaux, sur le logement pour tous, évidemment il faut parler de parcours résidentiel et s'adapter à l'endroit où on souhaite y loger des gens. Donc la notion de logement, la notion de qualité d'habiter, elle est clairement revue. Arnaud, justement, c'est une chance à Metz où à la fois nous avons une demande de logement qui est forte parce que c'est la dynamique de la ville, à la fois par son économie propre et par la proximité du Luxembourg. Et sans étendre l'enveloppe urbaine, nous avons effectivement des friches militaires. Parler de Frescati ou de la caserne Élysée, ou également de la caserne des Vallières, sur le nord. On a des friches hospitalières qui ont été très vite reconquises. Nous avons des friches ferroviaires. L'amphithéâtre était l'ancienne gare de marchandises en plein cœur de Metz. Une friche, on parlait de Ranconval, d'une caserne de sapeurs-pompiers
et également en centre-ville. Donc beaucoup de potentiel. C'est du potentiel, mais que nous ne voulons surtout pas gâcher. D'où donc des opérations sous maîtrise publique qui sont dans lesquelles nous veillons justement aux aspects de développement durable et aux fonctionnalités pour les futurs habitants et pour lequel nous faisons des appels à projets ouverts. Je tiens à le dire, à le faire passer dans le monde de la promotion. À Metz, ce n'est pas fermé, en tout cas ce n'est plus, si tant est que ça l'était un moment. Voilà, donc et nous sommes demandeurs. Voilà, nous mettons en concurrence. Nous voulons que ça reste abordable, mais nous sommes très attentifs à la qualité et aux innovations sur du logement adaptable, sur du logement qualité environnementale, jusqu'à veiller à ce que les futurs appartements soient bien praticables. Juste un logement évolutif. Voilà, des logements évolutifs. Oui. Que même dans des logements où on sait qu'il y aura d'investissement locatif, il y a quand même des chambres qui fassent plus de 9 mètres carrés, qu'on puisse ranger un aspirateur dans un appartement, autant même de détails que les communs soient plutôt avec un éclairage naturel, autant de choses qui peuvent apparaître des détails, c'est du bon sens. mais qui font la qualité de vie future. François Grandidier, on boit vos paroles, bien évidemment, mais il y a une réalité qui est imparable, c'est celle des chiffres. Et les chiffres, vous le savez, ils sont pas bons du tout. Mais ils sont pas bons du tout. Donc on a 12 millions de personnes mal logées, 2,5 millions de personnes inscrites sur des listes pour du logement social, des fois pour certains depuis plus de 10 ans. C'est un drame absolu. Qu'est-ce qu'il faut ? On attend une gilet jaunisation du logement. Vous avez vous-même d'ailleurs souvent alerté là-dessus. Comment on fait ou on ne fait pas d'ailleurs. Comment on fait quand on est maire de la ville? Vous ne pouvez pas tout. Vous n'avez pas une maîtrise sur tout. Pour dire aux promoteurs qui, eux, ont des contraintes économiques qui sont majeures, il faut qu'à un moment donné, on arrête de taper sur les promoteurs aussi, pour sortir des prix qui sont acceptables, tolérables par le public. Il y a un vrai sujet là-dessus. Est-ce qu'on arrive concrètement à loger les personnes aujourd'hui dans votre ville? Alors oui, on a... Effectivement. J'ai d'abord eu à traiter du problème du logement social avec un bailleur social principal, celui qui relevait de la métropole, qui était, en immense difficulté, 10% de taux de vacances, un parc dégradé, etc., qui aurait mobilisé d'ailleurs tous les moyens d'investissement de la métropole si j'avais voulu être seul. Donc du coup, politiquement, il fallait forcer un peu les choses, mais je l'ai transformé en SEM avec CDC Habitat. Pour injecter tout de suite 35 millions d'euros qui permettaient de lever au moins 100 millions d'euros d'emprunts supplémentaires, avoir un plan stratégique patrimonial plus ambitieux, et repartir. Donc nous avons une politique très forte également à la métropole, c'est-à-dire d'accompagnement à la rénovation thermique, pour rénover les bâtiments existants et pour reconquérir aussi des volumes qui aujourd'hui sont abandonnés. Vous allez aux étages de la rue Serpenoise, de la rue des Clercs, c'est-à-dire les deux rues les plus commerçantes de Metz. Aujourd'hui, les plateaux sont vides. Et parfois, les commerçants ont condamné l'accès aux appartements pour 1 mètre linéaire de vitrine supplémentaire. Donc, c'est aussi ça. Bien sûr. Retravailler. Et après, dans les difficultés que vous évoquiez, c'est un dialogue permanent avec triangulaire entre la métropole et la ville, entre notre société d'aménagement et les promoteurs, pour ajuster en permanence, les exigences, les conditions. Et ce qui nous intéresse, c'est toujours de prendre les meilleurs projets possibles, mais certainement pas d'imposer l'impossible. Et on y arrive dans un dialogue permanent. On va parler prix. Il n'y a pas de tabou. On n'élude aucune question. Combien ça coûte de se loger pour un appartement neuf, de bonne facture, à Metz aujourd'hui? Est-ce que vous avez des indicateurs à nous donner? Et éventuellement, si vous avez une opération pour illustrer le propos. Alors sur les indicateurs que nous, on peut avoir sur le logement neuf, je vais plutôt parler de fourchettes, puisqu'effectivement, suivant les quartiers, on peut avoir des fourchettes évidemment différentes. La fourchette, elle est de l'ordre de 3 500 € en prix bas, même si j'entends bien ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur le maire, et ce qu'on vérifie sur certaines ZAC, où il y a une partie de logement abordable que vous souhaitez plus proche de 3 000 € le mètre carré. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que le plus classique, si on va de 3 500, et quand même, ces derniers mois, nous avons dépassé les 5 000 € le mètre carré.
C'est clairement sur cette fourchette qu'on s'étale aujourd'hui. On se rapproche quand même des prix de l'agglomération parisienne. Hein. Alors, on se rapproche des prix. Après, comme dit... Mais c'est mieux à Metz. Oui. Alors, il y a la qualité de vie à mettre en avant et je voulais dire un petit mot dessus. Je voulais prendre l'exemple d'une opération qu'on a en ce moment juste à côté de Metz, dans une commune que vous connaissez bien, monsieur le maire, qui est Marly. Très jolie. Très jolie commune. On a visité. Et effectivement, la question des prix, elle se pose. Et nous, ça a été une donnée d'entrée sur une opération comme celle-ci, où Nexity réalise 200 logements avec un parcours résidentiel assez complet. Alors, la ville avait besoin de logement social, donc on réalise d'abord une partie de logement social avec des financements dits PLAI+, qui sont les loyers les plus bas des catégories de logements sociaux. Puis nous avons ensuite une catégorie au-dessus en PLS, enfin un peu de logement intermédiaire, et avec à peu près 80 maisons qui sont des maisons en bande. Donc l'idée, c'est quand même de consommer moins de foncier qu'une opération traditionnelle sur un lotissement, on va dire, plus classique. Et bien là, sur un terrain un peu plus contraint, ce type de maison accolée a trouvé un vrai public sur des prix qui sont, pour des 90-100 mètres carrés, de l'ordre de 300 000 euros. Donc quand vous parliez des 3 000 euros le mètre carré ou quand on évoquait ces prix qui sont accessibles pour de la pleine propriété, eh bien on peut encore trouver ce type de produit. Alors on vient de vendre les derniers ces dernières semaines, mais en tout cas c'est une opération qui montre la possibilité d'avoir un parcours résidentiel, là où on est plutôt dans une ville attractive, qui n'est pas non plus l'identique du cœur de ville de Metz, évidemment, quand on va se situer sur demain la ZAC de l'amphithéâtre ou d'autres secteurs clés. Ça représente bien d'ailleurs l'ADN du groupe Nexity. Merci beaucoup Arnaud Ferrière. Applaudissements pour Arnaud Ferrière. Merci beaucoup. Et je vous propose que nous passions à la deuxième séquence. Vous avez évoqué d'ailleurs le sujet. C'est la dent creuse aujourd'hui, c'est très clair, c'est la rénovation énergétique. Nous allons passer à la séquence Parlons bien mieux avec nos amis d'Elio. Je vais appeler sur le plateau Pierre-Marie Perrin. Les clés de la ville, bien mieux, avec Elio. On va parler de rénovation énergétique avec vous, Pierre-Marie Perrin. Bonjour. Bonjour Sylvain. Vous êtes directeur des affaires publiques chez Elio. Merci d'être avec nous. Et comme il est de tradition pour cette séquence, c'est notre ami Olivier Marin qui va vous poser la première question. Oui, alors Pierre-Marie Perrin, donc directeur des affaires publiques d'Elio, spécialiste multisecteur de l'efficacité énergétique. Tout d'abord, quand même, quelques mots sur Elio pour bien positionner, avoir dans la tête ce que vous faites exactement. Alors Elio, on est un groupe français déjà, constitué d'à peu près 300 personnes sur le territoire français. Et on interagit et on intervient sur l'ensemble du territoire, comme vous le disiez très bien, de manière multisecteur, c'est-à-dire qu'on accompagne les particuliers, on accompagne les collectivités territoriales, on accompagne des bailleurs sociaux, on accompagne des entreprises du tertiaire, des entreprises de l'industrie, des entreprises agroalimentaires également. Donc on est vraiment en capacité de rayonner sur l'ensemble des activités économiques. Alors justement, et avant d'évoquer, vous allez parler plus précisément de Metz, et notamment côté particulier, mais aussi côté habitat collectif, entreprise. Vous avez récemment réalisé une étude avec l'IFOP sur l'impact de la hausse des coûts de l'énergie pour les collectivités. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, exactement. On a réalisé ce sondage avec l'IFOP à l'occasion du Salon des maires qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours à Paris, porte de Versailles, et un sondage qui est assez intéressant et qui révèle beaucoup de choses, notamment sur l'impact des coûts, des prix de l'énergie sur les élus et sur les collectivités territoriales. Un chiffre choc, à peu près 55% des maires disent et déclarent ne pas vouloir se représenter en 2026. Il y en a même qui disent qu'ils veulent abandonner leur mandat en cours de mandat, tellement ils sont parfois... Exactement. Et qu'est-ce qu'on se dit ? C'est du jamais vu, ça, François Grosdidier. Oui, effectivement, c'est incroyable. C'est à la fois, pour moi qui ai été député, sénateur, conseiller départemental, régional, mandat de maire, c'est le plus beau des mandats, c'est celui qui est en un rapport presque familial, charnel, avec les habitants. C'est celui aussi où on peut faire des choses.
mais c'est le plus épanouissant, mais c'est le plus astreignant. Et c'est effectivement de plus en plus dur, entre parfois l'irascibilité grandissante de nos concitoyens, les injonctions contradictoires de l'État, la juridiciarisation qui fait que, je rappelle à tout moment les risques juridiques qu'on prend personnellement, alors qu'on ne les prend que pour essayer de régler la situation de nos administrés, alors que des hauts fonctionnaires peuvent se retrancher derrière leur bureau et ne pas intervenir. On n'a pas d'échappatoire. Donc c'est vrai, je comprends que beaucoup de maires, et je l'avais vu déjà aux précédentes élections, où beaucoup de jeunes maires, en fait, avaient renoncé à se représenter. Ouais. Mais c'est exactement l'exemple, en fait, et c'est ce que les élus nous ont dit, et le fait que les prix d'énergie augmentent de façon sensible montre que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et effectivement, avec la gestion des protocoles pour le Covid, les insultes que les élus peuvent avoir dans leur quotidien, à un moment donné, ça fait beaucoup, ça fait trop. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait quand on doit gérer une petite commune qui a des bâtiments scolaires à rénover, qui a une mairie à rénover, qui a en même temps des logements à construire? Comment est-ce qu'on fait? Et donc du coup, les élus sont face à ce dilemme et cette problématique-là. Et nous, Elio, on est là pour les accompagner dans la recherche des aides, que ce soit MaPrimeRénov', le dispositif d'aide publique, mais également un dispositif d'aide privée que peu de gens et peu de citoyens connaissent, qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie. Et c'est ce qu'on voit notamment dans votre étude, c'est en fait, on parle beaucoup d'aide sur la rénovation, d'aider sur les budgets de travaux, mais en fait, c'est pas clair. Apparemment, les Français, beaucoup n'y comprennent rien, ne savent pas. Il y a peut-être un manque aussi de transparence, voire de confiance. C'est ce que vous avez révélé dans votre étude. Exactement, on a révélé cette chose-là. En fait, les dispositifs d'aide aujourd'hui, ils sont pas très clairs. On a des dispositifs publics, des dispositifs privés. Et aujourd'hui, un citoyen qui arrive sur une plateforme d'aide, notamment publique, MaPrimeRénov', de temps en temps, il n'arrive même pas à aller au bout de la démarche. Peut-être il s'inscrit sur la plateforme, mais il est face à un mur et de temps en temps, il ne va pas au bout, il ne peut pas accéder aux aides. Et nous, qu'est-ce qu'on fait chez Elio? On les accompagne de A à Z sur l'ensemble du processus, que ce soit dans le diagnostic énergétique, mais également dans la recherche de financement, et puis dans l'accompagnement pour trouver les partenaires, pour trouver les entreprises de travaux qui vont délivrer, qui vont réussir à faire ces travaux-là. Et aujourd'hui, l'État incite les rénovations globales, c'est-à-dire qu'on va plus faire du monogeste, on va plus seulement changer une chaudière, on va prendre un bâtiment, le décortiquer et réussir à amener des aides et à faire plus de travaux pour avoir plus d'aides. Et aujourd'hui, une personne qui va voir un artisan, l'artisan, il fait de l'isolation. Il fait de l'isolation thermique par l'extérieur, il change des chaudières. Et nous, on est en charge justement d'être un peu un opérateur ensemblier qui met l'ensemble des corps d'État pour accompagner les particuliers dans toutes ces démarches. Encore ça va, c'est relativement facile, mais après c'est le parcours du combattant si on n'est pas accompagné. Exactement. C'est même désespérant parce que il y en a qui jettent l'éponge. Ils veulent faire les travaux, ils veulent faire les travaux, mais pour ceux qui n'ont pas la patte bricolage ou autre, c'est une galère totale. Il faudrait que le particulier soit en même temps architecte, maître d'œuvre, artisan, financier, aller chercher les aides. C'est juste, mais il faut déjà connaître les dispositifs. Alors, nous, on a à la fois toute action menée en coopération avec l'ANA sur les propriétaires à faible revenu ou les propriétaires bailleurs. Et mais là, les aides sont à condition que le logement devienne conventionné ensuite. C'est avec l'ALEC du pays messin. Voilà, on a l'ALEC du pays messin, Agence locale pour l'énergie et le climat, là dont j'ai multiplié par 7 le financement pour accompagner effectivement les particuliers, mais qui ne peut pas aller jusqu'aussi loin que là où intervient Elio. C'est-à-dire, on va effectivement renseigner sur les dispositifs publics, alerter quand même aussi nos concitoyens sur toutes ces publicités mensongères qu'ils reçoivent sur leur téléphone et qui leur promettent à 1 euro, je vais dire, c'est un rôle d'alerte, de l'arnaque complète. Ouais. Mais pour autant, on voit bien, là, on bute sur la difficulté que quand on nous dit, mais enfin, je prends quelle entreprise, il est pas, je veux dire, dans nos prérogatives, sinon là encore, ma responsabilité pénale, celle du président, serait engagée, de lui conseiller une entreprise, et ils ont besoin effectivement cette forme d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour dès lors que les exigences qui sont posées, on leur dit et on voit que parfois ça rebute en disant qu'il faut intervenir de différentes façons et que c'est pas une seule opération, on va pas juste isoler ou mettre du double vitrage ou changer de chauffage, et que dès que ça devient multiple, effectivement, il y a une complexité
que les propriétaires ne savent pas gérer tout seuls. Exactement. Et en plus de l'aide publique MaPrimeRénov', il y a le dispositif que je parlais tout à l'heure qui s'appelle les C2E, certificats d'économie d'énergie, qui est un dispositif privé. C'est privé, hein, oui, et que les citoyens ne connaissent pas forcément. C'est les énergéticiens. Hein, c'est quoi les fournisseurs d'énergie, exactement. Alors que même les communes de la l'État. métropole l'utilisent. Ah oui. On fait des travaux effectivement de rénovation thermique, bien sûr. On se finance aussi par les CE, mais c'est ouvert aux particuliers. Oui. C'est un système privé, et voilà, et qu'ils ne connaissent pas suffisamment, ou même si on les informe de l'existence, ce qui est pour eux trop compliqué à manipuler. C'est le premier dispositif d'aide aujourd'hui en France pour la rénovation énergétique. C'est quasiment 5 milliards d'euros sur la table pour la rénovation énergétique. C'est plus que MaPrimeRénov'. On impose, si vous voulez, aux fournisseurs d'énergie de réduire la consommation d'énergie de leurs clients. Et par exemple, un Total, un EDF va devoir réaliser la baisse de consommation d'énergie et du coup réaliser des C2E. Et nous, on est en charge de produire ces C2E pour rénover le bâti ancien. Et ça, c'est cumulable avec MaPrimeRénov'. Et c'est cumulable avec MaPrimeRénov'. Et on peut cumuler aussi les ALEC du pays messin. De la métropole, de la ville, exactement. Alors justement, pourquoi les Messins feraient-ils aujourd'hui des travaux de rénovation énergétique? Vous allez nous le démontrer. Et est-ce que Metz est une bonne élève dans la classe de la rénovation thermique? Bon, alors je vais d'abord commencer par votre question et pour y apporter une réponse. À Metz ou dans la métropole, il y a à peu près 44% de passoires énergétiques, donc c'est-à-dire de logements entre la classification F et G, donc ce qui est beaucoup, mais en même temps qui n'est pas par rapport la plupart des logements en France. Ça dit, je confirme, c'est pas pour rien que j'ai décidé de multiplier par 7 les moyens de l'ALEC dès que j'ai pris la présidence de la métropole. C'est clair. Je savais ce que je faisais et quel était notre retard. Vous avez multiplié par 7 l'aide... Les financements de l'ALEC pour conseiller, accompagner, pour permettre notamment à nos concitoyens de connaître ces dispositifs qu'il faut lever, parce que on n'a pas, nous, à financer la rénovation thermique. On finance, j'ai fait le financement pour permettre à nos concitoyens de connaître les dispositifs qu'ils peuvent lever et qui sont considérablement supérieurs à tout ce que pourrait aligner la métropole. Mais faut-il encore le savoir? Et ça, il y a des ouvertures... Donc, je suis passé d'une subvention de 50 000 à 350 000. De 50 000 voilà, à 350 000 pour donner les moyens de communication, de conseil et d'accompagnement, mais qui s'arrêtent là où d'ailleurs peut commencer Elio, pour engager les propriétaires dans ces démarches de rénovation en leur disant quels sont les dispositifs de financement qu'ils peuvent lever. Donc pour répondre à votre question, Olivier, il y a 3 choses. La première, c'est le confort, forcément. Pour les Messins. Pour les Messins, ils ont tout intérêt à faire des rénovations énergétiques pour leur confort personnel, leur confort de leur famille, mais également, on le voit en cette période de crise intense énergétique, de réduire leur facture énergétique. Et la troisième chose, c'est qu'il y a la législation, la réglementation qui va leur être imposée. Donc, ça a déjà commencé. C'est janvier 2023, voilà, on y est. Déjà au mois d'août 2022. Avec les loyers. Avec la loi climat résilience, on a imposé le gel des loyers. À partir d'avril 2023, on va être obligé de réaliser un audit énergétique dans les logements, donc ce qui va imposer. Et puis après, à horizon 2025, on ne pourra plus vendre ni louer des passoires énergétiques F et G. Donc, ce qui va accentuer la crise du logement, c'est la pénurie des logements. Bien sûr, c'est un effet contre-productif si on n'est pas capable d'accompagner fortement. On estime que l'enjeu est fondamental. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? J'avais vu la FNAIM qui avait communiqué sur 4 800 000 logements en étiquette F et G. Oui, c'est exactement ça. C'est la fourchette. C'est énorme. Quasiment 5 millions. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais, à un moment donné, on va faire comment pour loger les gens? Je suis assez opposé à ces méthodes qui consistent effectivement à utiliser la contrainte. Il vaut mieux toujours utiliser la méthode de l'incitation, surtout que tout le monde y a intérêt. La même sur l'innovation thermique. C'est sûr. C'est à la fois, il n'y a pas de contradiction entre l'économique, l'écologique et le social, puisque la précarité énergétique est une vraie cause de difficulté de nos concitoyens. Monsieur le maire, est-ce que vous faites partie de ceux qui demandent à revoir le calendrier, notamment en disant qu'on va beaucoup trop vite. Qui va jusqu'à 2034. Je pense qu'il faut effectivement revoir le calendrier ou alors doper encore plus les moyens, mais il faut donner les moyens de ces ambitions, surtout lorsqu'il y a sanction si on n'atteint pas les objectifs. Donc, sinon, nous allons nous retrouver avec des gens à la rue et des logements vacants. Et une bombe sociale à retardement. Et d'ailleurs, je vais vous dire, parce que vous m'avez dit, Pierre-Marie, que 5 milliards d'euros pour les C2E, alors que la dotation de MaPrimeRénov', c'est 2,6 milliards. 2,5 milliards, oui. 2,5 milliards. Vous savez combien on a évalué le chantier de la rénovation énergétique jusqu'en 2034? Non. 120 milliards d'euros.
Oui, donc on n'est pas à l'échelle. On est loin du compte. Hein. Sylvain, comme tu le dis, en plus, aujourd'hui, pour faire la rénovation énergétique, on a besoin d'artisans, on a besoin de professionnels. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on doit former... Et encore une fois, l'artisan formé et labellisé, j'insiste. Exactement. Hein, il faut s'être fait avoir une fois, vous voyez ce que je veux dire, pour justement comprendre sa douleur. Donc il y a une tension énorme, sur les métiers de l'artisanat, et le gouvernement va devoir former avec l'ensemble des fédérations, former des artisans pour pouvoir atteindre les objectifs que l'État s'est fixés de rénovation énergétique. Alors, Olivier. Pierre-Marie, des solutions concrètes pour les Messins, vous avez 2 exemples. Ah oui, ça c'est intéressant. Alors on a 2 cas particuliers sur lesquels on a travaillé. Je prends l'exemple d'un couple avec 2 enfants qui serait en un ménage bleu, donc c'est-à-dire un revenu annuel de moins de 30 000 euros, qui aurait un pavillon, une maison d'Ormez d'à peu près 150 mètres carrés, et qui serait chauffée par un dispositif avec une chaudière au fioul. Ah ouais. Beaucoup de logements et beaucoup de foyers en France sont encore chauffés au fioul, donc c'est une problématique qu'il va falloir résoudre. Et Elio va arriver, va leur dire, écoutez, nous on va, en changeant plusieurs choses dans votre logement, en faisant une rénovation globale, on va passer de l'étiquette F à l'étiquette C, ce qui donnera un gain énergétique d'à peu près 70%, donc ce qui est assez important. Et qu'est-ce qu'on va faire en arrivant chez eux? On va installer une chaudière biomasse, on va installer un ballon thermodynamique, on va faire de l'isolation thermique par l'extérieur, donc on va isoler les murs, et isolation des rampants. Le montant des travaux, 50 640 € au global. En allant chercher les aides dont je vous parlais, C2E plus ma prime rénov', on en déduit 30 352 €. Donc il y a un reste à charge à peu près pour un foyer messin qui gagne 30 000 € et qui fait des travaux de 50 000 € dans son logement, d'à peu près 20 288 €. Donc vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour des foyers à revenus modestes? Comment on va financer ce reste à charge? 30 000 € de gosses, c'est juste pas possible de financer même le reste à charge. Exactement. Donc si votre logement, il a été construit depuis plus de 2 ans, vous avez la possibilité de cumuler, une fois que vous êtes admissible et que vous pouvez avoir et prétendre à ces aides, vous pouvez faire un éco-PTZ qui sera cumulatif au fait d'être ma prime rénov', et jusqu'à 50 000 €, vous allez pouvoir avoir un éco-prêt à taux zéro. À taux zéro pour pouvoir lancer ce projet de rénovation. Il y a plein de gens qui ne le savent pas, ça. Deuxième exemple. Du coup, ça résout la situation des personnes qui ont des foyers aux revenus modestes, parce que monsieur le maire l'a rappelé, c'est eux souvent les plus impactés. Exactement, mais le problème c'est l'incitation et qu'il y ait des acteurs qui soient dans une bonne probité, qui soient capables de bien conseiller, et là c'est le problème de déclencher cet acte de rénovation énergétique, et c'est là où est la problématique. Le deuxième exemple. Le deuxième cas, donc on intervient aussi sur l'habitat collectif, dans des résidences, des copropriétés. Donc là on est parti de l'exemple d'une copropriété construite dans les années 70, 2 bâtiments d'à peu près une 50aine de logements et une surface habitable de 4100 mètres carrés avec un... À Metz, hein. À Metz. À Metz, hein. Avec un système de chauffage au gaz collectif. Et là, on va faire passer l'étiquette de D à C. Vous me direz, c'est pas énorme, mais on va avoir un gain énergétique d'à peu près 55%, ce qui, pour le coup, est assez important. Qu'est-ce qu'on va réaliser comme travaux? On va faire l'isolation des murs par l'extérieur, comme pour le résidentiel. On va isoler les toits terrasses, vous en parliez monsieur le maire tout à l'heure, et mettre en place une ventilation hybride. Pour un chantier d'à peu près 970 000 €, avec les aides MaPrimeRénov', C2E, on obtient un financement d'à peu près 280 390 €, ce qui fait un reste à charge quand même important, 690 000 €. Oui. Mais vous avez quasiment un tiers de financement pour une copropriété. Donc là, c'est pareil, les bailleurs doivent être sensibilisés, les assemblées générales doivent être sensibilisées, et d'ailleurs, le ministre Olivier Klein a décidé de revoir ces problématiques il se penche, voilà, on va modérer, il se penche sur l'idée de réformer en fait les décisions, parce que le grand frein de la rénovation du relogement collectif, c'est les décisions à l'Assemblée générale. C'est terrible. Une modification de l'Assemblée. C'est l'un de mes principaux points de principale préoccupation. Nous sommes obligés, alors qu'on n'a normalement pas vocation à le faire, aujourd'hui d'intervenir presque aussi fortement sur des copropriétés que dans le logement social. Et ça coûte encore beaucoup plus cher en accompagnement.
rend compte qu'on dépense une somme folle sur l'accompagnement simplement des copropriétés et même au détriment des réels investissements. Ou alors on aura, ces copros, dépensé des centaines de milliers d'euros en accompagnement avant même, je veux dire, les premiers travaux d'investissement. C'est un vrai sujet, effectivement, que ces copropriétés mal gérées, qui se dégradent. C'est très clair. Merci beaucoup, Pierre-Marie Perrin. Applaudissements pour Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques chez Elio. Extrêmement intéressant. Les clés de la ville, parlons bien, avec le Conseil supérieur du notariat. Bonjour, Maître Lombardi. Bonjour Sylvain, bonjour Olivier, bonjour à tous. Voilà, nous sommes très honorés de vous recevoir sur le plateau. Merci. En compagnie du maire François Grosdidier. Question, Olivier Marin. Oui, alors afin de décrypter justement l'évolution du marché immobilier à Metz et faire ce tour d'horizon des différents quartiers, comprendre où en sont les prix, les transactions, mais aussi délivrer des conseils pratiques, eh bien, Maître Lombardi, peut-être tout d'abord en introduction, 2 chiffres clés. Le premier chiffre clé, c'est 2300. Comme 2300 €, c'est le prix moyen au mètre carré d'un appartement ancien à Metz, avec quand même une hausse de 8% sur un an, ce qui n'est pas négligeable. Deuxième chiffre clé, c'est 285 000 € prix moyen d'une maison de 5 pièces à Metz Métropole, hausse de 11% sur un an, ce qui n'est pas là aussi négligeable. Vous qui, à travers votre étude, signez les actes authentiques de vente, de maisons, d'appartements avec vos confrères, comment se porte ce marché immobilier à Metz et sur la périphérie? Est-ce que vous sentez un ralentissement depuis quelques mois? Alors effectivement, Metz n'échappe pas à la tendance nationale. Je dirais que depuis 2016, la ville, la métropole et la France entière a connu une progression qui n'est pas négligeable. Ça s'expliquait par des taux d'intérêt qui étaient très très bas. On a signé des actes de prêt à des taux inférieurs à 1%, ce qui est quand même historique. Alors ensuite est arrivée la crise sanitaire qui a donné un coup de ralentissement au nombre de transactions qui ont été passées. Donc là, effectivement, pendant quelques mois, il ne s'est pas passé grand-chose. Et puis ensuite, on a connu le boom, si j'ose dire, immobilier, cet effet de rattrapage qui non seulement a vu le nombre de transactions exploser, puisque en 2021, on était quand même à pratiquement 1 200 000 transactions au niveau national, ce qui est exorbitant. D'ailleurs, le Conseil supérieur du notariat a classé cette année d'année hors norme, d'année exceptionnelle. Et on est encore sur la lancée. En 2021, le nombre de transactions a un petit peu baissé, le volume a un peu baissé, mais pas significativement. On a accusé une petite chute de 3 à 5%, mais ça reste globalement très très largement. 2022 va être une année exceptionnelle. 2022 va être une très très bonne année aussi. Même au moment où nous parlons, où l'année s'est achevée bien évidemment, avec des chiffres aussi exceptionnels, malgré effectivement un dévissement des taux d'intérêt avec une hausse incroyable, oui. Un triplement, voire un quadruplement depuis janvier 2022. Tout à fait. Malgré cela, ça reste quand même une année exceptionnelle. Alors ça reste une année exceptionnelle en termes de volume de transactions, en termes de niveau de prix également, puisque les prix, comme vous l'avez souligné, ont augmenté de manière assez significative. Oui. Alors, bon, il y a une explication très simple. Hein. Le marché de l'immobilier, pour reprendre une expression qui a été employée il n'y a pas très longtemps par Cédric, obéit à la loi de l'offre et de la demande. Hein. Alors, bien évidemment, la demande était énorme. L'offre, c'est-à-dire les produits sur le marché, étaient pas aussi important, ce qui fait que les prix ont explosé et la crise sanitaire a fait que la plupart des gens voulaient tous se reloger soit dans des maisons avec un jardin, soit dans des appartements avec une terrasse, ce qui est bien compréhensible d'ailleurs. Hein. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, c'est vrai que depuis la rentrée, le mois de septembre, on peut éventuellement assister je dirais pas une baisse des prix, mais plutôt une stagnation des prix. Stabilisation. Voilà, une stabilisation des prix. On peut dire un ralentissement de la hausse. Voilà, un ralentissement. Ça s'appelle une décélération. Une décélération, si vous voulez. Voilà. Non, mais parce que faut être clair. La baisse des taux d'intérêt, les taux d'intérêt ont profité aux vendeurs. Tout à fait. Pas aux acquéreurs. Faut être bien clair. Les vendeurs se sont régalés, absolument. Ce qui est très intéressant aujourd'hui dans la période dans laquelle on est, puisque on est quand même sur des marchés cycliques, c'est que du coup, on retrouve la vertu maintenant de l'acquéreur. On se remet à le redécouvrir, à le soigner. On est entré dans une nouvelle phase de négociation. Je dirais qu'avant,
lorsque vous mettiez votre produit sur le Bon Coin ou dans une agence ou je ne sais trop où, vous n'aviez pas besoin d'attendre le chaland, si j'ose dire, il se manifestait tout seul. Donc, aussitôt affiché, aussitôt vendu. Voilà, aussitôt affiché, aussitôt vendu. Il n'y avait pas à discuter sur les prix. Bien souvent, les prix étaient supérieurs à la moyenne et tout se passait très très rapidement. Aujourd'hui, on est plus dans une phase de négociation des prix. On est revenu un petit peu, je dirais, à la normale, à ce qu'on a connu avant la crise sanitaire et à cette envolée des prix. Mais les taux d'intérêt, bien sûr que les taux d'intérêt ont augmenté, ce qui fait que ce climat un peu anxiogène, on en a parlé précédemment, les différents intervenants, la loi climat et résilience, c'est un sujet anxiogène pour les acheteurs, mais pour les vendeurs aussi, puisque un certain nombre de produits vont sortir du marché locatif et du marché de la vente, donc c'est quand même assez, comme disait Monsieur le maire, on aura moins de produits à proposer, ce qui va encore accentuer la pénurie du logement. Et le logement, c'est un bien de première nécessité, si je vous emploie cette expression. Donc, évidemment... Ça serait bien que l'État, que l'exécutif actuel, entende vos propos, oui, et une vision macellonienne du logement. Il faut rappeler aussi que dans une récente étude qui a été publiée aussi par nos confrères de l'IFOP, c'est le premier marqueur social, le logement. De là découle l'identité dans la cité, le travail, la mobilité. Et c'est effectivement, quand on n'a pas les moyens de se loger, qu'est-ce qu'on va ? On va à l'extérieur des villes. Donc on s'éloigne de l'emploi. Et on finit par perdre l'emploi. Et on finit par déprimer. Et on finit par plus payer ses factures. Et on dévisse complètement au-dessous des radars sociaux. C'est ça qu'il faut comprendre, effectivement. Moi, je pense qu'effectivement, le logement devrait être reconnu non seulement d'utilité publique, mais d'intérêt général. Et qu'on devrait largement subventionner le secteur privé. Parce qu'il faut rappeler que 62% des occupants du secteur privé en location sont éligibles, vous le saviez ça, au logement social. Tout à fait. Donc que ferions-nous sans vous ? Tout à fait. On a l'immense majorité de nos concitoyens, plus des 2/3, qui sont en dessous des plafonds de logements sociaux. Vous êtes d'accord avec moi dans le public ? Oui. Voilà, c'est la réalité. En tout cas, signe d'attachement, voire d'enracinement, un témoignage d'amour. Le profil des acquéreurs sur les bases des actes de vente, donc des notaires, les Messins sont vraiment attachés à leur ville. Ce sont principalement les premiers investisseurs. 85% des acquéreurs de logements, maisons ou appartements sont originaires de Metz ou de la métropole. Les franciliens représentent à peine 7% du marché. En progression. Il y a pas en progression, en nette progression. Ce sont les Parisiens. Absolument. D'accord. Donc, peut-être le phénomène TGV, qui a certainement, qui est dû à quelque chose, qui a rapproché la capitale de Metz, mais la ville est une ville attractive, comme l'a dit Monsieur le maire, donc je pense que ça participe de cet élan. Alors, maître, justement, pour les investisseurs, qu'ils soient de Paris ou d'ailleurs, qui ne connaissent pas bien Metz, si l'on devait donner comme ça une photo, un petit peu une photo de Metz, avec différents quartiers sur des notions de prix, d'évolution, voire les quartiers porteurs, qu'est-ce que vous diriez en synthèse ? Alors, dans l'ancien ou dans le neuf ? Dans l'ancien. Dans l'ancien. Alors, l'ancien, évidemment, en numéro 1, je dirais que le centre-ville de Metz qu'offre quand même une architecture exceptionnelle, une architecture variée, puisque comme on l'a déjà souligné, cette architecture remonte à l'Antiquité, au Moyen-Âge et plus récemment l'architecture germanique, qu'on a rejetée pendant un moment, mais qui au jour d'aujourd'hui on remet en première ligne. Vous avez également le quartier de la Gare, qui est le quartier impérial, qui est un quartier magnifique, avec des appartements avec des plafonds à 3,50 m, avec des parquets, des moulures, des cheminées, enfin toutes des prestations qui sont un petit peu hors normes. Mais là, on est au-delà des 2300 € par là, on est au-delà des 2300 Donc, €. On est autour de combien, là ? Là, il nous est arrivé de vendre des appartements à plus de 850 000 € pour des appartements de 250-300 mètres carrés. Donc on est largement au-dessus des fourchettes. Et ça s'explique par les prestations aussi, par le centre-ville de Metz qui a un patrimoine architectural exceptionnel. Très bien. D'autres secteurs, les secteurs porteurs, ceux qui vont se développer qui se développent. On a évidemment le quartier de l'amphithéâtre, bien évidemment avec le centre Pompidou. Dont Monsieur le maire a parlé tout à l'heure, qui est un quartier qui est également très très porteur, parce que c'est un nouveau quartier, si on peut dire, c'était des friches, et donc là on a un musée, le Pompidou, le centre Pompidou, et puis on a également un palais des congrès, qui était un outil de travail extraordinaire, et des appartements qui sont des appartements qui ont été construits récemment et qui répondent aux normes écologiques, urbanistiques et architecturales tout à fait au goût du jour, donc ce sont des déplacements intéressants.
Et en dehors de Metz, si on sort de l'intramuros, vous avez le choix. On a beaucoup de communes qui offrent, qui sont. Alors, ce qui est bien à Metz, comme vous l'aviez dit précédemment, c'est que on peut être un petit peu éloigné de Metz, mais tout en étant en portée de main de Metz et se croire à la campagne. C'est un peu l'avantage de notre région. Et donc, vous avez des bourgs alentour de Metz qui ont un passé historique également très riche sur le plan architectural et sur lesquels vous pouvez acheter des maisons ou des appartements à des prix, je dirais, encore raisonnables. Très bien. Une chose peut-être en cette période justement à la fois d'incertitude économique et énergétique, on l'évoquait, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on veut acheter ou vendre un bien immobilier? Ici à Metz. Alors à Metz et également dans toutes les villes, je dirais qu'effectivement la première chose aujourd'hui peut-être auquel les gens vont être sensibilisés, c'est la facture énergétique. Alors cette facture énergétique-là, il ne faut pas la vivre comme un supplice. La loi est vertueuse, mais comme vous l'aviez dit précédemment, je pense que ce qui ne va pas, c'est le calendrier. Je pense qu'on va à marche forcée et qu'il faudrait revoir, puisque de toute façon, techniquement, ça ne sera pas possible de respecter ce calendrier. C'est même pas possible de sanctionner. Voilà. 31% des propriétaires en janvier 2023 continueront à louer malgré l'interdiction. Absolument, j'en suis persuadé. 31%, source FNIM, publié il y a 3 mois, exactement. Donc c'est juste pas possible. Par contre, on est tous d'accord, monsieur le maire, on est tous d'accord ici présents, que l'urgence environnementale, on en a tous conscience. Oui. Faut juste qu'à un moment donné, on n'ait pas des vents contraires ou des injonctions contraires. Alors, je ne sais pas si c'est très politique de le dire quand même, mais vous l'avez d'ailleurs absolument défini. Je pense que par l'incitation et l'encouragement, on aura mais on a parfois de vraies injonctions contradictoires, parce que c'est magnifique à Metz, on est en secteur sauvegardé, donc on a forcément les injonctions de l'architecte des bâtiments de France. Eh oui. Mais cela dit, il faut que ce soit dans le dialogue pour que ce soit compatible avec les objectifs énergétiques. Autrement, il y a même des appartements qui ne pourraient pas être rénovés. Parce qu'il n'y a pas de réno par l'extérieur. Parce qu'il n'y aurait pas d'agrément par l'ABF, alors même qu'ils seraient décidés à le faire. Donc c'est des vrais sujets, alors qui ne se règlent pas par le dialogue, par le pragmatisme, voilà, sans attitude doctrinaire ou sans arrogance technocratique qui fixe des objectifs sans s'intéresser aux difficultés d'application. Je trouve que c'est plutôt bien synthétisé. Un grand merci à vous, Maître Lombardi. Merci. Applaudissements pour Maître Lombardi. Les clés de la ville, parlons territoire, avec Arkea Banque, entreprise et institutionnelle. Notre dernière séquence avec vous, Jean-François Prévost. Bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Comment ça va, Jean-François? Ça va très bien. Alors moi, je vous connais bien, vous êtes un grand monsieur de l'immobilier, vous dirigez un groupe qui s'appelle Quadral. Alors, on s'était dit, Jean-François, en présence de monsieur le maire, c'est d'essayer d'avoir une vision avec, effectivement, nos amis d'Arkea, extrêmement pragmatique du territoire. Vous croyez dans les territoires, vous avez un fort déploiement dans ce territoire que vous aimez particulièrement. La première question que je voudrais vous poser, pour être très pratique, de la même façon que j'ai posé la question d'ailleurs à votre confrère de Nexity, quelle est l'opération un peu totémique sur laquelle actuellement votre groupe s'est penché sur le bassin lorrain? Alors nous, effectivement, chez Evol et Quadral, on est sur toute la France, mais notre siège, il est ici. On est très attaché à la région et à la ville de Metz. Et on travaille autant en résidentiel qu'en tertiaire. Ouais, vous êtes sur toutes les classes d'actifs, hein, si on peut dire. Non, la logistique, j'y connais rien, par exemple. Mais enfin, on fait un certain nombre de choses. Bureau, logement. Typiquement bureau, Société Générale, rue Serpenoise à Metz. On est 3 investisseurs. Alors, on est un des 3. D'accord. On est très fiers de cette opération-là. C'est un bâtiment qui est vide depuis 2 ans et demi, dans lequel on va faire une restructuration complète et on va remettre des locataires avec un aspect qui va être très ouvert sur la ville, à un endroit de la rue Serpenoise où il y a un projet urbain qui se fait jour avec à la fois des sculptures, des bancs, de la végétalisation, donc des choses qui vont faire que les gens vont s'asseoir devant, vont regarder ce beau bâtiment, ils vont peut-être aller voir les occupants de ce bâtiment pour aller faire des affaires avec, donc ça c'est formidable. Et en fait, c'est la preuve, monsieur le maire, qu'un bâtiment peut avoir une seconde vie, peut être réhabilité. Et c'est intéressant cette vision de maintenant. Une deuxième, une troisième. Regardez, vous avez montré les images de l'arsenal, oui. L'ancien arsenal militaire
qui est une des plus belles salles de concert du monde avec une acoustique excellente, réalisée par Ricardo Bofill. Oui. Voilà, quand je porte cette appréciation, c'est Rostropovitch qui l'a porté lui-même. Oui, c'est voilà, vrai. donc, et dans un ancien arsenal militaire. Donc cette seconde ou cette troisième vie des bâtiments, quoi, offre donc ce qui nous permet de bâtir l'avenir sans raser, je veux dire, le passé. Bien sûr, et c'est ce que vous avez fait dans cette. Alors c'est ce qu'on contribue à faire, parce qu'on n'est pas tout seul. Et puis dans le domaine résidentiel, puisque le maire parlait des friches militaires, mais aussi d'autres types de friches, hospitalières par exemple, sur l'hôpital Sainte-Blandine, notre filiale d'Evel Promotion va contribuer avec une quarantaine de logements à faire revivre un site anciennement hospitalier qui appartenait à des sœurs, pour y faire du logement neuf, restructuré et abordable. Alors justement, tout à l'heure, quand on a préparé cette séquence avec vous, je vous ai posé la question, comme j'ai posé d'ailleurs à vos confrères, sur les quartiers, on va dire bankable, c'est-à-dire les quartiers qui sont en émergence, qui sont en développement. Vous avez une vision très intéressante. C'est intéressant parce qu'on a évoqué avec vous les quartiers-gares, qui ont souvent été délaissés par le passé et qui redeviennent effectivement de très belles alternatives. Est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui que les quartiers-gares ici à Metz ont finalement eu un renouveau absolument incroyable? J'ai connu cette ville il y a 30 ans. J'étais venu une seule fois pour une mission, effectivement. Je vous le dis, je suis très vite reparti entre nous, mais ça m'avait foutu le bourdon. Et quand j'arrive maintenant là, en redécouvrant grâce à Cédric Labo cette ville, elle est devenue super agréable, ce quartier-gare. Effectivement, c'est bien de se repentir déjà. Et puis, effectivement, le quartier-gare, il est superbe. Voilà. Quand on arrive, on a effectivement toute l'opération qui a été faite par la Banque Populaire, qui prend quasiment un quartier, qui est une opération de plusieurs dizaines de millions d'euros et qui est superbe. Alors, on a le petit siège plus modestement d'Evel, de Quadral. On a André Heinz, qui est un opérateur immobilier local qui a fait aussi de belles choses. On a l'immeuble Cristal qui est en train de se réinventer. On a plein de bâtiments comme ça emblématiques qui se sont réinventés. Un certain nombre de commerçants qui ont créé des concepts plutôt au goût du jour. Je pense à un café qui s'appelle Le Fox, que les Messins connaissent bien, qui permet aussi à ce quartier d'avoir de l'identité, un côté sympathique, attachant, avec effectivement les pierres de Jaumont qui nous regardent à chaque fois, à chaque coin de rue, et qui donnent envie de s'y sentir bien. Nous, nos deux sièges de Evel et de Quadral sont dans ce quartier-là, donc j'adore ce quartier. Dans un autre style de quartier, on a le quartier des Allemands. Puisqu'on a parlé de la porte des Allemands, il y a le quartier des Allemands qui est juste devant. Qui est Outreseille, qui n'est donc pas fait par les Allemands, voilà, exactement. Qui est un quartier plutôt médiéval, architecture française. Vous êtes plus précis que moi, vous avez raison. Et effectivement, ce quartier-là, c'est un peu le quartier mal aimé depuis de nombreuses années. Et puis, depuis un certain nombre d'années, il y a des opérations de Malraux qui ont eu lieu, qui ont bien restructuré. Il y a quelques opérateurs importants à Metz qui ont fait des belles opérations. Il y a également des projets qui sont actuellement en cours sur ce quartier. Et qui s'inscrivent, l'ambition, c'est d'en faire un quartier vraiment d'art et d'histoire dédié à l'artisanat d'art. Il reste quelques artisans, et voilà. Et donc, il y a une vaste ambition municipale qui rejoigne bien sûr les initiatives. Ça revitalise le quartier. Mais en fait, moi, à titre très concret, dans nos agences, on voit que les prix immobiliers dans ce quartier-là, ils montent fortement. Et ils montent pas uniquement parce que c'est le bon moment, ils montent parce que le quartier, il monte lui-même. Parce que c'est un quartier qui devient beaucoup plus attractif. Puis après, on a des quartiers, pour aller vite, qui sont très stables, mais c'est globalement, au niveau immobilier, une ville qui, dans les crises, connaît juste des stagnations, mais très peu de régression. On est plutôt sur une grande stabilité. Je pense au centre-ville, au cœur historique, évidemment. En fait, ce marché est assez peu spéculatif, finalement. C'est assez peu spéculatif. Mais il est un peu atomisé par certains aspects, mais en tout cas, il est plutôt rationnel. Il est très rationnel et il ne chute quasiment jamais. Ça, c'est bien. C'est dans des épiphénomènes. Pour les investisseurs, c'est bien. Oui. Une bonne vision. Maître Lombardi a cité un certain nombre de villages autour de Metz, Sichazel, j'en sais rien de ça, qui sont des très bons quartiers, des très bons villages, ou le centre-ville, ou le Sablon dans Metz. Ça ne bouge pas. C'est-à-dire que ce sont des quartiers qui montent tranquillement, mais qui ne connaissent pas de chute. Dernier point, vous avez une particularité chez Quadral, c'est effectivement, je vous avais demandé, pour la primo-accession, est-ce que vous arrivez, est-ce qu'on a alors, vous connaissez les chiffres comme moi, est-ce que vous savez, monsieur le maire, combien d'années on a pris
dans les 15 dernières années pour arriver à la propriété. On y arrivait à 28 ans en moyenne il y a 15 ans. On a pris 10 années de plus. Donc on accède à la propriété dans des moyennes de 35 à 38 ans. Et ça, bien évidemment, c'est l'effet prix, rareté et développement. C'est un vrai sujet. Vous, en primo-accession, vous vous débrouillez plutôt pas mal. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Alors, sur Quadral, globalement, effectivement, c'est notre métier, la primo-accession. Oui. Si je parle du marché de Metz, il me semble que le marché de l'ancien se prête Parce que encore. Vous m'avez cité une opération tout à l'heure. J'ai relevé des prix. Je crois que j'étais à 1 200 €. C'est bien ça sur une Oui, opération. en fait, on peut en parler de ça ? Il nous arrive. Alors oui, j'avais un exemple. Il se trouve qu'il y a 15 jours, on vendait à 1 200 € du mètre carré. Donc ça existe. À Devant-les-Ponts, qui est un quartier tout à fait correct de Metz. 70 mètres carrés à des primo-accédants. Et donc, dans ces conditions-là, il est possible d'accéder à la propriété. La réalité du marché, elle n'est pas là. Elle est plutôt autour de 2 300 € du mètre carré en moyenne. Ce chiffre-là, il a été évoqué, et je le rejoins. Et puis, on a aussi de l'immobilier ancien rénové. Là, j'ai en tête un appartement qui est en vente à la Vaquinière, qui est un des très beaux quartiers de Metz. C'est un peu l'avenue Montaigne de Metz, c'est ça ? Ouais, c'est ça. On est allé, on a fait... Sans les magasins. Oui, absolument. Sans les magasins de luxe, c'est comme l'avenue Montaigne. C'est des hôtels particuliers. Il y a très peu d'immeubles collectifs. Et là, on est sur un bel appartement rénové dans un très bel immeuble. 72 mètres carrés, de chambres, 214 000 €. On a 3 000 € du mètre carré. 214 000 €. Et donc, c'est pas non plus incroyable neuf, effectivement, entre 3 500 et 5 500. On est sur des prix plus élevés. On est déformé à Paris. On a relevé il n'y a pas longtemps, donc, quand on a fait un billet sur BFM, un appartement qu'on a vendu rue de l'Odéon à Paris, 35 000 € du mètre. Voilà, avec beaucoup de travaux. Il faut venir à... On est déformé, ouais. Et alors, j'avais une question à vous poser très rapide sur les prix à la location. C'est attractif au niveau des prix de la location au mètre carré ? Ça oscille entre... On a un problème de rareté des locations sur les petites surfaces. Donc sur les petites surfaces, on est rapidement à 20 ou 25 € du mètre carré. Sur le centre-ville, sur le centre-gare. L'attractivité à Metz au niveau locatif, c'est véritablement la gare. Plus on s'éloigne et plus on grandit en surface, plus on va retrouver quelque chose comme 10 à 13 € du mètre carré. Et donc, je dirais la moyenne habituelle en mise en location, on est plutôt entre 13 et 18 € du mètre carré. Qu'est-ce que vous pensez de ces valeurs locatives, François Grandillier ? Oui, elles ne me surprennent pas. La demande est forte sur des petits logements, mais il y a aussi parfois une rareté en logement. En tout cas, on a remarqué que des familles avaient pu quitter le centre-ville et s'installer en périphérie, parfois avec regret, compte tenu des difficultés de se loger. Ce qui est important, c'est de permettre, malgré une tendance contraire, la rareté du foncier, l'augmentation des coûts de la construction, la difficulté d'obtenir des financements, de maintenir la possibilité d'accéder à la propriété pour des classes moyennes. Et donc, ce que fait Quadral, c'est d'ailleurs, on a rediscuté de l'opération Sainte-Blandine, donc la reconversion d'un hôpital en plein centre-ville. Je craignais mal parti, orienté ou sur l'investissement locatif ou sur le logement social sans intermédiaire. On a retravaillé ensemble le dossier justement pour développer, une forte offre d'accession abordable. Et c'est sur lequel nous travaillons. C'est aussi la raison pour laquelle, lorsque on attribue des droits à construire sur nos ZAC, on est très souvent en deçà du vrai prix de revient. Donc c'est quand même une forme d'aide de la collectivité à la promotion immobilière, mais en posant nos exigences, et on sera, ça dépend selon les secteurs, mais de l'ordre de 450 € quand on est sur l'investissement locatif, mais à 320 € pour l'accession abordable, avec des moyens pas évidents de contrôle derrière de la destination finale. Mais c'est vraiment notre volonté d'aider à l'accession abordable, sans pour autant décourager l'investissement locatif dont nous avons aussi besoin. Justement, dernier point, l'investissement locatif, vous m'avez indiqué qu'on pouvait être sur des rendements raisonnables, entre 5 et 6%. Entre 5 et 6, le marché est là. C'est-à-dire que entre 5 et 6% de rendement brut, ce qui est bien, vous avez des investisseurs. Au-delà, évidemment, c'est le paradis, mais souvent, ça cache un immeuble qui a besoin de lourds travaux. Bien sûr. Et en deçà, c'est un petit peu trop court. Il n'y a plus personne qui y va, surtout dans le contexte de remontée des taux. C'est très clair. Applaudissements pour Jean-François Prévost.
Vous restez avec nous. Restez là. Jean-François Prévost, voilà. Il est temps, bien sûr, de nous quitter pour cette émission. Je vous remercie à toutes et à tous. Un grand merci à vous, François Grosdidier, maire de Metz et président de l'Eurométropole de Metz. Merci également à toutes vos équipes qui nous ont accueillis. Merci à vous, vraiment. Vous avez été superbe. Merci à toutes les équipes du Figaro, merci aux équipes de Radio Imo, Alexandre, Lorenzo, toutes les équipes, Karine, Laetitia, qui sont à Paris, qui produisent l'émission. Et on va se retrouver le mois prochain et nous serons à Amiens. Et nous serons à Amiens, on va démarrer l'année 2023 à Amiens, on sera à Amiens le 19 janvier, et puis nous serons au Havre, à Tours, à Lorient, à Nîmes, Angers, et on finira ce Tour de France avec Annemasse au mois de juillet prochain. Merci en tout cas à toutes et à tous. Un mot de conclusion, monsieur le maire, la parole est à vous. Écoutez, merci d'être venu et vous serez toujours les bienvenus à Metz, vous personnellement, mais aussi tous ceux qui voudraient habiter cette ville formidable de Metz ou tous ceux qui souhaitent y investir. Sera toujours un investissement à bon escient dans une ville parmi les plus belles d'Europe et qui est effectivement stable, qui repose sur des vrais fondamentaux, pas sur la spéculation. Sous vos applaudissements. Merci. Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.